Bonjour les fous d'autonomie. Alors, aujourd'hui, je vous parle enfin de ce livre. Je vous en avais soufflé quelques mots il y a déjà plusieurs semaines. C'est pas la première fois que je vous en parle. Ce coup-ci, on attaque. C'est La guérison spontanée des croyances de Gregg Braden. Bon, alors, ce livre, personnellement, m'a passionnée. Et m'a rappelé d'autres histoires que j'avais déjà entendues ou lues dans d'autres livres. Il y a une histoire toute particulière qui, moi, m'avait marquée. Alors, pas dans le livre de Gregg Braden, mais je vais vous en raconter une autre qu'il raconte lui-même dans son livre, qui va rejoindre celle que je vais vous citer d'abord. C'était dans un livre de Christiane Singer, alors lequel je ne sais plus. Mais cette histoire, c'était que l'on vivait et que l'on mourait, tout simplement, des images que nous avions en tête. Donc, les images que nous avons en tête, ce sont nos croyances. C'est exactement ça. Et alors cette histoire, parce que c'est une histoire terrible finalement. C'est un homme qui travaillait, alors je ne sais plus s'il était boucher ou s'il était en train de travailler, enfin bon bref. Il y avait une chambre froide sur le lieu de travail. Et cette personne-là s'est retrouvée dans la chambre froide et s'est retrouvée enfermée. Mais la chambre froide, en fait, n'était plus en fonction, on va dire, je ne sais pas si ça se dit pour une chambre froide, elle est désaffectée, mais elle ne fonctionnait plus. Donc, il n'y avait plus ces températures basses pour conserver la viande, etc. Et donc, cet homme se retrouvait enfermé là-dedans, ne pouvant pas sortir, a paniqué. Il a paniqué. Ça a été l'horreur pour lui et les heures se sont écoulées et le lendemain matin, donc c'était dans la journée, et le lendemain, quand les gens sont revenus pour travailler, etc., se sont aperçus qu'il y avait quelqu'un dans cette pièce-là. Ne me demandez pas les détails techniques, je ne sais plus, il faudrait peut-être que je retrouve le livre. Mais enfin bon, bref. L'histoire, c'est que des personnes ont retrouvé qu'il y avait une présence dans la chambre froide qui n'en était plus une. Et ils ont trouvé donc le corps, mort de cet homme. Et quand il y a eu, une enquête, parce que c'est quand même pas anodin, je veux dire, est-ce qu'il s'est retrouvé là tout seul? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a enfermé là? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que, bon, voilà. Il y a eu enquête, il y a eu... Et en fait, il s'est avéré que cet homme est mort, il est mort de froid. Il est mort de froid, dans une pièce qui était à température normale. La pièce froide en question ne faisait plus office de pièce froide, la température était normale. Or, quand il y a eu les examens pour savoir de quoi était mort cet homme, eh bien cet homme avait tous les symptômes d'une personne qui était morte gelée, dans une pièce froide qui n'était plus une pièce froide. Elle n'en apportait plus que le nom. Qu'est-ce qui sort de cette histoire? Ce qui sort de cette histoire, c'est que cet homme était persuadé, mais intimement persuadé, qu'il était dans une chambre froide et qu'il allait mourir congelé, gelé, frigorifié. Il en était tellement intimement persuadé, eh bien que c'est ce qui lui est arrivé. Il est mort de ça. C'est cette... Comment dire? Il s'est persuadé lui-même, il était intimement persuadé, c'était dans sa chair, c'était dans son corps, dans ses tripes, c'était une évidence pour lui, donc il a provoqué cette mort-là, ce décès-là. C'est ce qui lui est arrivé.
Et c'est cette histoire qui m'avait choquée quand je l'avais lue dans le livre de Christiane Singer, parce que je m'étais dit, mais c'est fou, ça va loin, quoi. Parce qu'on peut se dire, oh là là, je vais avoir froid, etc. Non, lui, ça allait au-delà. Il savait qu'il allait mourir, qu'il ne pourrait pas supporter ces températures négatives, que non, il allait laisser sa peau. Ben, il y a laissé sa peau, oui, effectivement. Sa conviction lui a donné raison. C'est exactement ça. Je vais donner une autre comparaison. Bien souvent, quand on pense quelque chose et qu'on dit oh ben non, ça c'est pas pour moi, je vais avoir que des problèmes si j'agis comme ça, etc. Et les 3/4 du temps, c'est ce qui se produit. On est confirmé, la vie nous confirme nos inquiétudes, nos angoisses. Ah bah tu vois, j'avais raison, la preuve que bah, c'est ce qui m'est arrivé, gna gna gna, peu importe le sujet, je veux dire. Donc c'est tout le sujet du livre de Craig Braden. C'est la guérison spontanée des croyances, parce que tout ça, ce sont des croyances, et des croyances qui nous amènent à vivre plus ou moins bien, et à mourir de la même façon, plus ou moins bien. Parce que mourir de froid dans une pièce qui est à, je ne sais pas, elle était peut-être à 16 ou 18 degrés la pièce, et mourir frigorifié dans une pièce qui est à température normale ambiante, c'est ouf, quoi, je veux dire. Les mots me manquent tellement, c'est fou, quoi, comme histoire, quoi. Et alors, dans son livre, Craig Braden, il raconte une autre... Alors, c'est plus des anecdotes, parce que... Enfin, si, ce sont des anecdotes, mais... alors, moi, dans mes croyances personnelles, pour moi, une anecdote, c'est souvent un clin d'œil humoristique. Mais là, c'est même plus humoristique, c'est dramatique, ces histoires. Alors, je vais vous retracer un peu ce qu'elle raconte. Donc, une personne qu'il a croisé, hein, avec qui il a discuté, avec qui il a échangé et qui lui annonce le décès de son père. Donc son père est décédé à cette femme-là, il avait 75 ans. Bon. Donc il dit ah bah, toutes mes condoléances. Bon. Et la femme lui répond oui merci, mais bon nous nous y attendions tous. Alors cet homme est mort d'un cancer si mes souvenirs sont bons. Il faudrait que je retrouve exactement. Et puis, bien que sa santé fût excellente et qu'il n'eût aucune raison de s'attendre à ce que sa vie se termine abruptement, il croyait néanmoins fermement à cette idée qu'il allait mourir à 75 ans. Oui, voilà, c'est ça. Alors, même si mon ami et les membres de sa famille étaient évidemment attristés par la perte de l'homme qui avait occupé une place aussi importante dans leur vie, bah oui, leur père, hein, elle dit qu'il n'était pas réellement surpris de sa mort. Depuis qu'elle était toute petite, elle avait entendu son père affirmer qu'il ne vivrait pas plus vieux que 75 ans. Vous imaginez un homme qui dit, quand ses enfants sont encore petits, « Oh, mais de toute façon, moi, je ne dépasserai pas 75 ans. » Et toute sa vie, il a répété la même chose. Donc, sur 75 années de vie, donc peut-être qu'il a commencé à dire ça, je ne sais pas, peut-être qu'il l'a dit pendant 50 ans, mais 50 ans, c'est énorme. Je veux dire, en 50 années, il faut moins que ça. Il faut juste quelques semaines, des fois, pour être persuadé de quelque chose. Alors, vous imaginez la puissance de quelque chose qui est rabâché pendant 50 ans. Donc, ce monsieur était persuadé qu'il ne dépasserait jamais 75 ans, bien que sa santé fût excellente et qu'il n'eût aucune raison de s'attendre à ce que sa vie se termine abruptement. Il croyait néanmoins fermement à cette idée, puisque son propre père était mort à 75 ans. Cette durée de vie était, dans son esprit, le modèle qui l'aida à structurer son temps sur Terre. Donc il s'était déterminé une durée de vie de tel âge à 75 ans, de sa naissance à 75 ans. Point barre. Au-delà, ça n'entrait même pas dans son cerveau. C'était juste pas possible. C'était pas crédible. Il n'y avait aucune possibilité, aucune chance. Donc lui, son objectif de vie, c'était 75 ans. Après, terminé, fin. Et donc, durant toute sa vie, il leur avait fait part de cette croyance. Même s'il aurait sans doute voulu vivre plus longtemps, hein, et s'il appréciait passer du temps avec ses amis et sa famille, il n'ignorait aucune colère ni aucune déception à l'idée de quitter le monde au bout de seulement 7 décennies et demie.
ayant l'esprit des précédents bon bref, après. Donc pour son 75e anniversaire, sa famille et ses amis s'étaient rassemblés pour célébrer dignement ce jour avec lui. Et peu après, il apprit qu'il était atteint d'un cancer. Et à la suite d'un combat de quelques mois avec la maladie, il décéda exactement comme il s'y attendait, soit avant d'avoir 76 ans. Je veux dire, c'était prémédité. Il n'y a pas d'autre mot. C'était prémédité. Il avait tout organisé, sa vie, en fonction de ça. Il n'aurait pas 76 ans. Il meurt à 75 ans. C'est une croyance qui a fait que ça s'est passé comme ça, comme l'autre exemple que je vous disais juste avant, de cet homme persuadé dans une chambre froide qui ne fonctionnait plus, qu'il allait mourir congelé, gelé, mourir de froid. Eh bien, c'est ce qui lui est arrivé. Il était intimement persuadé de ça. Ce monsieur-là, je meurs à 75 ans, je n'arriverai jamais à 76, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, Greg Braden raconte d'autres, j'insiste, anecdotes, mais c'est macabre, quoi. C'est dramatique, hein. Mais d'autres histoires du même ordre, des choses réelles. Les gens sont intimement persuadés que c'est ce qui va leur arriver, que c'est... Alors on peut appeler ça le karma, on peut appeler ça le destin, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est juste une croyance, ça n'a aucun fondement. Parce qu'au cours d'une existence, on peut vivre ce que l'on veut. Oups! Un chat qui commence à gratouiller et qui me fiche la caméra en l'air. Je redresse la situation. Donc, tout le livre de Greg Braden, c'est comment guérir toutes ces croyances spontanées. Hein. Non, la guérison spontanée des croyances, je suis en train d'inverser tout. Oulala! Et donc, en sous-titre, c'est l'éclatement du paradigme des fausses limites. Parce que voilà, c'est ça. Au cours d'une vie, on peut faire ce qu'on veut. Encore faut-il avoir cette ouverture d'esprit pour réaliser les choses et pas se mettre des freins, ne pas se mettre des barrières avec des histoires de karma, ne pas se mettre des barrières avec des histoires de destin, ne pas se mettre des barrières avec c'est génétique, ne pas se mettre des barrières avec dans la famille on fait tous comme ça, donc moi ça va être pareil, ne pas se mettre des barrières. Voilà, stop, ouvrir les vannes, ouvrir l'esprit à tout un tas d'autres possibilités que la vie nous offre et que nous allons découvrir si nous y sommes prêts, sinon nous ne découvrirons rien du tout. Alors, donc ça c'était l'histoire du monsieur de 75 ans. Alors, quelques mots sur le début de ce livre. Il y a une comparaison qui est très intéressante avec un ordinateur. Le fonctionnement d'un ordinateur, les programmes qui se trouvent dans un ordinateur, et tout ça est comparé avec le fonctionnement d'un être humain et comment ça se passe dans son cerveau. Et j'avoue que la comparaison au début mes croyances personnelles, m'a un peu interpellée. Je dis quoi? Un ordinateur? Non mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. On n'est pas des machines et tout. Et en fait, à la lecture, je trouve que c'est extrêmement bien vu, finalement. Donc, son développement est juste passionnant. Donc là, j'avais remis un autre petit papier, décédons-nous prématurément. Ça rejoint les exemples précédents que je viens de vous raconter. Bien sûr que bien souvent nous décédons prématurément. C'est en fonction, encore une fois, de nos croyances. Alors, dans ce livre, en dehors des exemples, il donne des techniques pour déterminer chacun exactement quelles sont nos croyances. Il marque identifier nos croyances subconscientes. Aller chercher les choses que l'on véhicule et
on n'y prête même pas attention, on ne s'en rend même pas compte. On ne sait pas au final que c'est enfoui en nous, que ça gère notre vie finalement, parce que c'est exactement ça. Donc il décrit, alors je vais pas vous le lire ça, parce que je vous renvoie au livre, hein, mais sous forme de questions, de fiches à remplir, hein. Il y en a plusieurs pages comme ça. C'est intéressant, je vous invite vraiment à vous plonger là-dedans, parce que ça permet de découvrir, surtout au niveau des familles. Je veux dire, au niveau des familles, bien souvent, de mère en fille, de père en fils, de parents en enfants, tout simplement, on véhicule des choses qui sont quand même impressionnantes et destructrices, hein. Donc là, c'est l'occasion de découvrir qu'est-ce qu'il y a en nous qui nous freine dans nos activités ou dans nos choix de vie, et qui nous bloque, ou qui nous oblige à être toujours plus ou moins dans des schémas similaires, hein. Souvent, je vous parle de ça. Là, surtout au niveau dès la naissance, je veux dire, un tout petit enfant, il ne se rend pas compte, il est tout petit. On ne peut pas dire qu'il a déjà tout prémédité, sauf que dans le bain dans lequel il est, ses parents le font déjà pour lui, puisque lui, il enregistre, il mémorise tout ça. Les 3 premières années de la vie sont essentielles dans la vie humaine. Et puis les 7 premières années, c'est aussi la période où un enfant absorbe et va être construit pour ensuite sa vie d'adulte. Toute sa base aura été faite au cours des 7 premières années de sa vie. Donc tout ce qu'il aura emmagasiné de croyances, de connaissances et de croyances au sein des siens, de sa famille, des personnes qui l'entourent, qui l'élèvent, qui l'éduquent, ça va être tout ce qu'il va véhiculer après, sauf s'il arrive à prendre conscience de tout ça, donc grâce à ce travail sur soi, et bien à remettre tout en question. Souvent sur le blog sur Folle Autonomie, je passe mon temps à dire désapprendre pour mieux réapprendre et agir. Là, on est en plein dedans, on est à fond là-dedans. Décrypter, retrouver qu'est-ce qu'on a absorbé au cours de notre enfance. Qu'est-ce qu'on a absorbé, qu'est-ce qu'on a pris comme des croyances, comme des réalités, des choses qui ne sont que des croyances. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pris comme réalité, des choses qui ne sont que des croyances. C'est tout ça. C'est exactement ça. Alors, dans le code des croyances, il y en a plusieurs que j'aime bien. Je vais vous en citer juste quelques-uns, hein. Pour mettre fin au combat millénaire entre la lumière et les ténèbres, il nous faut accepter qu'il s'agit non pas tant de défaire l'une ou l'autre de ces forces que de choisir d'être en relation avec les deux. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ça c'est le bien, hein, c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a de mieux, ça c'est le mal. Oula, non, le mal. Dans la vie, il n'y a pas vraiment de bien et de mal, il se passe des choses. Et donc être en relation avec tout ça sans porter de jugement, parce que le jugement c'est justement en fonction des croyances personnelles. C'est ce qui empêche d'être ouvert à la façon de penser de l'autre. C'est ce qui fait les blocages, c'est ce qui fait qu'on se retrouve verrouillé, coincé dans une façon de penser, dans des schémas. Des expériences ont démontré que le fait de centrer notre attention sur une chose précise transforme la réalité, ce qui semble indiquer que nous vivons dans un univers interactif. Alors ça, c'est, oui, je n'ai pas précisé, dans le livre de Greg Braden, il donne énormément d'exemples de recherches scientifiques. C'est pour ça qu'au début, il démarre avec l'histoire de l'ordinateur, la comparaison avec le fonctionnement de l'humain, le cerveau humain, etc., par rapport au fonctionnement d'un ordinateur. Et il raconte au niveau de recherche scientifique et comment, au niveau quantique, il y a eu toutes ces découvertes au niveau des croyances, quoi, en fait.
Alors, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, si ça devait être des atomes. Ils étaient en train d'observer, donc à une réunion de scientifiques, en train d'observer des atomes. Et ils se sont aperçus, en fait, que leur façon de penser et leur observation sur les atomes transformaient en direct live, c'est le cas de le dire, le fonctionnement et la façon de faire des atomes en question. C'est-à-dire que si on ne les observait pas, ils agissaient de telle façon. Si on les observait, la pensée de tous ces scientifiques en train d'observer ces atomes changeait la façon d'agir des atomes. C'est comme ça qu'il y a eu cette découverte que la pensée, la façon de penser et nos croyances intimes transforment le réel, transforment le vécu de chacun, que ce soit le nôtre propre, mais aussi éventuellement celui de ceux qui nous entourent. Alors pour conclure, il faut chercher autour de soi des raisons de croire en soi-même. Chaque fois que l'on en trouve une, elle remplace les limites que l'on s'était imposées jusque-là. Il nous suffit alors de s'ouvrir à cette nouvelle possibilité pour faire éclater l'ancien paradigme des fausses limites et observer la guérison spontanée de nos croyances. Voilà. Bon, eh bien, je ne peux vous conseiller que de lire ce livre. L'histoire avec l'ordinateur, c'est intéressant. Les exemples, les exercices pour vous aider à découvrir quelles sont vos croyances les plus intimes dont vous n'êtes pas forcément conscient et à faire le nettoyage de tout ça, à vous libérer de tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.